Chers amis téléspectateurs fidèles à N-Sud Media TV, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Auditoire. Alors l'Auditoire qui reçoit des jeunes entrepreneurs qui viennent partager avec nous leur parcours, mais bien sûr nous enrichir en astuces entrepreneuriales. Aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat et aussi de motivation, je reçois Pape Demba Kane, plus connu sous le nom de PDK. Pape Demba, bonjour et bienvenue. Bonjour Aziz, merci, bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs de N-Sud Media TV. C'est un plaisir d'être ici et j'espère qu'on aura une bonne discussion. D'accord. Alors Pape Demba, vous êtes entrepreneur basé au niveau des États-Unis. Vous évoluez dans le monde de l'enseignement professionnel, de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat social, mais aussi du leadership, n'est-ce pas? Effectivement, je suis dans l'entrepreneuriat exclusif et l'entrepreneuriat social. Je suis ambassadeur, consultant au niveau des États-Unis de l'African Leaders Factory Initiative, une organisation créée par des jeunes Sénégalais qui met l'accent sur le leadership, le social justice sur les jeunes du Sénégal, mais aussi partout en Afrique et partout dans le monde aussi. Je suis enseignant au niveau de Washington, D.C. et je suis en même temps investisseur dans les marchés boursiers et dans le monde des cryptos. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour au niveau du Sénégal, pas forcément pour profiter du beau soleil, mais je veux dire pour un but plus précis. Je suis venu ici pour profiter de la famille en premier, mais aussi j'avais prévu de faire quelques actions sociales. On avait, avec quelques amis, regroupé des matériels scolaires pour les niveaux de l'élémentaire, moyen, secondaire, mais aussi des livres parce qu'on s'est vu que l'apprentissage de l'anglais maintenant s'insère de plus en plus dès le bas âge dans l'éducation sénégalaise. C'est pourquoi on avait décidé de faire des dons de livres et de matériel, certains matériels aux professeurs, mais d'autres aussi pour les élèves. Mais malheureusement, avec l'avancée de la troisième vague du coronavirus, on a été obligé de tout repousser. Mais ce n'est que partie remise. Inch'Allah, nous allons revenir ici et procéder au don de ces matériels-là. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup d'associations, surtout qui œuvrent dans le leadership et aussi l'entrepreneuriat juvénile, mais surtout de l'African Leader Factory. Donc quel est principalement son but et son impact au niveau des jeunes? Ouais, l'African Leaders Factory Initiative, c'est une organisation qui a été créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des Sénégalais, qui a pour but de mettre l'emphasis, de mettre l'accent sur le leadership, le social commitment, mais sur les jeunes, leur donner des opportunités pour mieux développer leur business, mais aussi s'impliquer dans la politique ou bien dans la vie commune du Sénégal. Parce qu'on a vu que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique et c'est la politique qui fait marcher la jeunesse, mais aussi l'engagement citoyen. Donc c'est ça que nous faisons. J'ai eu à avoir l'honneur d'avoir été le directeur du Fellowship 2020 qu'on avait organisé de manière internationale vu qu'il y avait la pandémie. Donc on l'avait fait en ligne. On a eu des jeunes du Sénégal, de la Gambie, du Nigeria, mais aussi du Portugal et aussi du Kenya. On a eu à leur donner des séances de coaching. Nous avons fait des panels, on a eu des invités. Et nous travaillons avec l'ONU et c'est par ce biais-là, après leur formation, qu'on leur donne des opportunités de stage envers l'ONU ou bien dans d'autres organisations internationales pour que ces jeunes puissent se former et aussi revenir dans le pays et profiter de leur pays. D'accord. Alors Pape Demba, j'en profite en fait pour vous demander, parce que tout à l'heure vous avez dit que l'association en fait regroupe des jeunes qui sont basés au niveau du Sénégal et aussi à l'international. Donc comment vous faites pour vous retrouver? Actuellement, avec la technologie, toutes les barrières physiques et temporelles sont brisées. Donc, comme je l'ai dit, au niveau du Fellowship 2020, nous l'avons fait sur des plateformes en ligne. C'est comme ça que nous faisons nos réunions. Nous avons des plateformes ou bien des bureaux virtuels, si vous voulez, sur lesquels nous nous rencontrons. On a des agents qui sont basés ici au Sénégal. Le siège se trouve au Sénégal. Mais nous avons des coordonnateurs internationaux et ambassadeurs comme moi aux États-Unis, en France, au Portugal, au Brésil, en Argentine. Donc nous nous implémentons petit à petit, même au niveau du Mali, dans la sous-région en même temps. Donc c'est comme ça que nous faisons, nous coordonnons et nos réunions se passent en général en ligne et dépendant du milieu, du nombre d'agents que nous avons, c'est comme ça que nous déroulons nos activités.
D'accord. Alors, chers téléspectateurs, bien sûr, aujourd'hui, je reçois Pape Demba Kane. Un honneur, une fierté, mais aussi une occasion pour vous, les anglophones, d'enrichir votre vocabulaire. Et ceux qui n'aiment pas l'anglais, bien sûr, pourquoi pas faire des recherches à travers le dictionnaire. Pape Demba, vous avez commencé au niveau du Sénégal avant de partir aux États-Unis. Donc, par rapport à votre expérience, que pouvez-vous nous dire, en fait, ou bien, je veux dire, mettre la différence entre l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal et aussi au niveau des États-Unis? All right, thank you. C'est une question très pertinente. Si je devais si je devais parler de la différence entre l'entrepreneuriat aux États-Unis et ici, ou bien partout dans le monde, je pense que le premier frein ici au Sénégal, c'est les conditions. Les conditions sur lesquelles les jeunes évoluent, parce qu'on a des jeunes qui sont pétris de talent, qui ont des idées, nous avons des startups qui naissent, mais est-ce que derrière, il y a la formation nécessaire pour les accompagner? Est-ce que sur les côtés, il y a l'accompagnement de l'État? Parce que j'ai l'habitude de dire que les gouvernements ne sont pas là pour développer le pays. Ce n'est pas un président qui va venir développer le pays. Ce sont les entrepreneurs, c'est la privatisation, le milieu privé qui va développer le pays. Le gouvernement, il est là pour mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Mais malheureusement, ici, pour créer un business, c'est tout un... Il y a beaucoup de paperasse. L'administration sénégalaise, elle est tellement lente. Une fois qu'on a créé son business, des fois, il n'y a pas de suivi parce que derrière, il n'y a pas de formation. Il y a beaucoup de freins sur lesquels nous allons nous élaborer par rapport aux questions qui vont venir. Donc, apparemment, je dirais qu'en plus gros, c'est juste les conditions. Mais d'après ce que j'ai vu là-bas et ce que je vois ici, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus talentueux ici, mais des fois par manque de conditions ou bien de moyens, c'est ça un peu qu'il est. D'accord, donc en quelque sorte, vous accusez les centres d'incubation? Oui, parce que il faut avoir une vision en fait. Tout ce que l'on fait, il faut avoir une vision et se dire que cette action que je fais, quelles seront les conséquences de cette action d'ici 10 years, d'ici 10 ans. Quelles sont les conséquences de cette action d'ici 5 ans. Tout à l'heure, j'ai évoqué la formation. Ça doit commencer dès la formation. On a vu, avec l'ALFI, on a fait nos études pour voir le taux de réussite des startups ici au Sénégal, mais on a vu que la plupart des startups, ces jeunes-là, ils viennent, ils commencent, mais après 1 an, 2 ans, ils sont quasi inexistants. Leur business, it goes down, it goes bankrupt. L'une des raisons principales, c'est qu'au Sénégal, à partir de la maternelle jusqu'au bac, ces jeunes-là ne font qu'apprendre. Ils ne font pas de stage, ils ne sont pas donnés des moyens, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des jeunes qui sont issus de familles modestes ou bien pauvres. Et si de la maternelle au bac, par exemple, vous ne faites qu'apprendre, vous venez à l'université, 2 ans, 3 ans, on vous donne une somme de 10 millions pour gérer ça et démarrer votre business. Quelqu'un qui n'a jamais géré 50 000 francs ou bien 100 000 francs dans sa vie, vous lui donnez 10 millions. Ça va être tout un problème pour que j'ai. Parce que l'argent, c'est pas seulement... On a les idées, mais le marché, il y a toujours une réalité à laquelle il faut faire face. L'absence du learning by doing. Absolument, absolument. Donc, il faudrait commencer dès le bas âge à implémenter les stages, ou bien s'il n'y a pas de stage, des formations. S'il n'y a pas de formation, peut-être des conférences, des TED Talks, avoir les gens là qui ont réussi dans l'entrepreneuriat sénégalais. Parce qu'il est bien de prendre comme exemple les Elon Musk, les Jeff Bezos, etc., les Bill Gates, mais ils ont réussi dans un environnement qui leur a été favorable. Maintenant, il y a d'autres réalités qui sont ici au Sénégal, auxquelles nous avons des entrepreneurs ici qui sont parvenus à réussir dans ce milieu-là. Donc je pense qu'avant d'aller ailleurs, il faudra d'abord prendre exemple sur nos entrepreneurs ici. Nous avons des gens qui sont ici, qui sont célèbres, qui ont réussi à partir de rien. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre en contact avec ces jeunes-là. Parce que j'ai l'habitude de dire que 5 minutes avec un Tchonia ou bien 5 minutes avec un Bougane Gueye Dany, moi je pense que it's more valuable, ça a plus de valeur que de donner un cours de 10 heures de temps. Parce que les jeunes vont non seulement apprendre de leur expérience, mais aussi des mentorships peuvent se créer, parce que le mentorship, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc je pense que si on commençait dès le bas âge, les jeunes auront au moins une mentalité à faire démarrer un business, et après, l'accompagnement qui va suivre, et je pense que ça sera quelque chose de bon pour notre...
D'autant plus que, bien sûr, au niveau du Sénégal, même quand on voit un grand entrepreneur, on a l'habitude de le taxer, pardon, d'américain, parce qu'on sait que. Mais à part cet aspect pécuniaire, à part cet aspect formation, ne pensez-vous pas aussi qu'il y a la motivation, en fait? La motivation, elle est là, mais la motivation, c'est quelque chose qui vient de nous, en fait. Parce que on a beau dire qu'il faut que le gouvernement nous aide, il faut qu'on ait les mentors, etc., mais est-ce que tu es prêt à tout faire pour atteindre ce rêve-là, en fait? Parce qu'il y a une différence. Il y a rêver, il y a avoir une vision. Rêver, c'est rester chez soi et se dire que voilà, si j'avais ouvert ce business ou bien si j'avais fait ceci, je serais devenu milliardaire. Dans notre tête, scientifiquement parlant, à chaque fois qu'on passe à un nouveau business ou bien à chaque fois qu'on passe à l'argent ou bien à la réussite, il y a la dopamine qui se déverse dans notre cerveau et on est tout content. On ne pense qu'aux aspects positifs sur le chemin, le trajectory, like, le chemin, mais on ne pense pas aux barrières qu'on pourrait rencontrer. Donc, c'est là que vient la vision. Quand on a un business, il faut avoir un plan. Il ne faut pas simplement se lancer et se dire que moi, je vais aller vendre du bissap. Je vais juste acheter du bissap et mettre ça sur des bouteilles et vendre ça. Il faut avoir un plan. Il faut savoir ce dont on a besoin, ce qu'il faut, les barrières auxquelles nous pourrons éventuellement rencontrer, parce que c'est pas forcé. Il y a une réalité qui n'est pas encore maîtrisée ici au Sénégal. Donc, il faudrait vraiment avoir une vision, savoir ce que l'on veut, mais aussi savoir que c'est étape par étape. On ne peut pas commencer aujourd'hui et vouloir la réussite demain ou bien après-demain. C'est quelque chose qui se construit. Toutes les plus grandes entreprises dans le monde, en général, ce sont des entreprises familiales qui ont pris presque 100 ans, 200 ans, 50 ans pour être là où ils sont actuellement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire et voilà. Donc, en quelque sorte, si vous parlez aujourd'hui de plan, ça veut dire que ce n'est pas parce que Pape Demba il vend du bissap pour son propre compte qu'il est forcément entrepreneur. Pas forcément entrepreneur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, it's not like business, it's not about who does it the best, it's about who advertises it the best. Un business pour qu'il réussisse, c'est pas seulement celui qui le fait le mieux, mais celui qui en fait la publicité ou bien celui qui vend l'image le mieux. Aux États-Unis, vous avez Apple qui est là-bas, qui domine le marché, mais tous les scientifiques ou bien tous les gens qui sont dans le milieu de la téléphonie, ils peuvent vous dire qu'il y a des devices qui sont beaucoup plus performants que les téléphones d'Apple. Mais à chaque année, il y a Apple qui domine le marché financier là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils misent beaucoup sur l'image. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui achètent non seulement le téléphone, mais qui achètent aussi l'image de l'iPhone. Vous prenez le McDonald's et Michael Kroc, comment il a transformé ça de business familial en une multinationale. Il y a beaucoup de concurrence, mais aussi il faut savoir vendre son image. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne suffit pas seulement de venir avoir un fonds de 500 000 et dire que je vais aller vendre du bissap. J'ai un fonds de 500 000, les 300 000 ou bien les 200 000 vont servir à l'achat du bissap et les ingrédients, etc., etc. Mais les 300 000, je dois trouver un nom qui va aller avec ce jus-là. Parce que le jus du bissap, il y a tout le monde qui peut le vendre. Mais est-ce que tu peux avoir l'image ou bien un nom qui sera reconnu de tout le monde, un nom qui va perdurer, qui est facile à dire. Je te donne des exemples. Est-ce que aussi on va avoir un logo qui sera reconnaissable partout. Donc c'est comme ça qu'on va écouler son produit. Donc ça, c'est un des aspects de la méthodologie qu'on doit avoir. Et voilà, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, ça rejoint ce que j'avais dit. Il faut avoir la vision et il faut avoir que c'est étape par étape. Et c'est pas seulement qu'on doit venir et plonger dans l'eau comme ça. D'accord. Alors une fois avoir établi, je veux dire, la vision et le plan, donc maintenant, comment rentabiliser ce business? Pour rentabiliser ce business, il faut d'abord cibler un marché. Il faut cibler un marché. Je ne peux pas venir dire que je vais vendre des téléphones iPhone de dernier cri à une tranche d'âge de 60-65 ans. On ne peut pas faire ça parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas intéressés par ça. Au Sénégal, si vous deviez vendre des téléphones, vous allez le prendre, vous allez cibler entre les âges. Si vous utilisez les outils de publicité de Instagram, Facebook et all of that, si vous allez là-bas, quand vous faites une publicité, il vous demande la tranche d'âge que vous voulez target, la région que vous voulez target, est-ce que vous voulez faire ça à Dakar, est-ce que vous voulez faire ça à Tambacounda, etc., etc. Donc,
il faut trouver un moyen pour trouver ce public-là, mais aussi ce marché-là, il faudra trouver comment les rendre fidèles. Je peux venir pendant la Korité et dire que je vais faire une opération, comme on dit ici, une opération guinard. C'est-à-dire élever des poulets et vendre ça. Après la Korité passe, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attendre la prochaine année pour rentabiliser encore et avoir de l'argent? Non, tu ne peux pas rester 11 mois sans rien faire. Mais imagine si vous leur vendez ces poulets-là, non seulement, imaginons que le marché, notamment tout le monde va à 5 000. Vous venez, vous dites, moi je vais vendre ça à 3 500. Et si je vous vends ça à 3 500, c'est moi qui vous donne l'emballage et c'est moi qui vous livre gratuitement. C'est moi qui vous livre gratuitement ces poules-là et proposer d'autres services qui ne sont pas proposés par la concurrence. Donc moi, en tant que client, pour acheter un poulet, je n'ai pas besoin d'aller au marché, j'ai juste à avoir appelé, avoir mon téléphone, c'est un plus. Si on me livre gratuitement, c'est un plus. Si on me propose d'autres services, c'est un plus. Donc, c'est en faisant comme ça qu'on va fidéliser le client. Donc, à chaque fois que j'aurai envie, même après la Korité, d'acheter un poulet, je vais juste appeler Abdou Aziz et lui dire que voilà, j'ai envie d'avoir un poulet. Donc, c'est comme ça qu'on se démarque. Quand on se démarque, c'est comme ça qu'on va faire. Et maintenant qu'on aura fidélisé un client, parce que vendre par événement, et avoir une clientèle fidèle qui est capable de débourser à chaque fois qu'on a envie qu'on soit un nouveau produit, je pense que le choix est vite fait. C'est le deuxième choix qui est beaucoup plus patent. Donc, à partir de cette fidélisation, ne pas s'arrêter là, toujours essayer d'avoir de l'innovation, ajouter des services, et c'est comme ça que ça va se passer pour ensuite expandre. Si on était à Dakar, on va essayer de trouver un marché si c'est faisable à Thiès, si c'est faisable à Tamba, si c'est faisable à Kaolack, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le business. Ensuite, après les régions, on va aller vers les sous-régions et ensuite, pourquoi pas devenir une multinationale internationale. Alors, Pape Demba, si je reste figé sur vos propos, on va dire alors qu'en matière de business, le plus important, ce n'est pas celui qui le fait le mieux, mais qui fait la meilleure publicité. Donc, en quelque sorte, un bon business plan et aussi un bon ciblage, une bonne étude de marché contribuerait à la rentabilité d'un business. Absolument. Il faut savoir comment vendre son image parce que c'est l'image qu'on va voir en premier avant le service. C'est l'image qui va vendre vos produits, c'est l'image qu'on va voir en premier. L'image, le son, ce sont des choses très sérieuses. Il faut avoir une équipe marketing ou bien au moins des gens qui sont skillés en ça pour faire des études sérieuses. Et voilà, je vais vous donner une anecdote. Si on revient vers Apple par exemple, à chaque fois qu'ils sortent de nouveaux appareils, les iMac, ils sortent une nouvelle software, ce qu'on appelle les logiciels. Et je peux vous dire que leur équipe marketing, ils prennent environ 6 à 9 mois juste pour trouver le nom du software. Juste en 6 à 9 mois. Des réunions régulières, 6 à 9 mois juste pour trouver le nom. C'est comme ça que vous avez des Mojave, c'est comme ça que vous avez les noms que vous avez. Parce que ce sont des choses qui vont rester, qui seront temporelles et vous ne savez pas ce qui va advenir dans le futur et où est-ce que votre entreprise va aller en fait. Alors, Pape Demba, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique, je veux dire l'ère 2.0. Bien sûr, une question qui va forcément intéresser les téléspectateurs qui nous regardent à travers N-Sub Media TV. Donc, comment faire, comment réussir un business, comment avoir de l'argent en quelle sorte, sans effort physique? C'est une question très intéressante en plus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ère numérique a transcendé toutes les barrières temporelles et, disons, physiques. Et ça nous permet en quelque sorte de transformer tous les business et de les mettre à l'ère du numérique. Parce qu'il y a un boom qui se passe dans le monde, c'est une quatrième révolution, il y a la révolution industrielle, la révolution automotive, etc., etc. Donc on est en train de vivre une révolution et je pense que c'est une occasion pour les jeunes ou bien pour l'Afrique, je dirais pas seulement pour le Sénégal, de ne pas rater le coche. Parce que comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être là physiquement pour faire une interview. Nous n'avons pas besoin d'être là physiquement pour faire un cours. Je peux être aux États-Unis, je fais ça, je donne des cours de mentorship. Donc, ce sont des choses par rapport auxquelles il faut profiter. Maintenant, par rapport à votre question, maintenant, il y a des gens qui lancent des boutiques en ligne.
Il y a des gens qui lancent des boutiques en ligne, il y a des plateformes qui sont là pour ça, il y a les Instagram, il y a le Facebook, mais aussi il y a les plateformes comme les Amazon, etc., etc. Donc ce sont des choses qui font un boom économique. Maintenant, pour se faire livrer, on n'a pas besoin de sortir de chez soi et d'essayer d'arrêter un taxi, ou bien on a juste besoin de composer un numéro, ou bien utiliser un logiciel, ou bien une application pour appeler quelqu'un. Maintenant, il y a un autre domaine qui était très bien connu dans le monde extérieur, qui est en train de gagner les jeunes Sénégalais, qui est le monde de l'investment, des marchés boursiers, mais aussi spécialement des crypto-monnaies. C'est un monde dans lequel il faut, je dirais à tout jeune, de s'y intéresser au moins, parce que non seulement ça nous permet d'avoir une éducation financière, mais aussi ça nous permet de savoir où investir notre argent. On n'a pas besoin d'être là-bas. Parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut dire. Il faut avoir une éducation financière, peu importe ce que l'on fait dans la vie. Il faut savoir où va notre argent, d'où vient notre argent, ce que notre argent fait. Parce qu'au Sénégal aussi, on a des habitudes qui ne sont pas saines en matière d'éducation financière. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, je suis dans le monde des cryptocurrencies. Actuellement, les jeunes ils sont en train de faire ça. Il y a le Bitcoin, il y a le Ethereum, etc., etc. Ce sont des choses sur lesquelles, si on investit notre argent, après notre argent, on va aussi avoir un revenu passif, ce qu'on appelle un revenu passif. Un revenu passif, c'est quelque chose, c'est-à-dire, you have money, c'est ton argent qui travaille de l'argent en fait. C'est ton argent qui te rapporte de l'argent, excusez-moi. C'est de l'argent qui te rapporte de l'argent. Par exemple, je te donne un exemple. En 2009, 2008-2009, quand le Bitcoin a été créé, si vous aviez mis $100 dans le marché des bitcoins, aujourd'hui, si le bitcoin est à pratiquement 45 000, vous vous serez retrouvé basiquement avec plus de 45 millions de dollars. Disons 24 milliards de francs CFA, juste avec $100, 50 000 francs. Donc c'est un monde dans lequel il faut s'y intéresser, parce que la chose la plus dangereuse au monde, je le dis tout le temps, c'est de laisser son argent à la banque. Parce que quand vous laissez votre argent à la banque, il y a ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est que à chaque fois qu'on avance, l'argent va perdre sa valeur par rapport aux autres items, ce que vous pouvez acheter. Ce que vous pouvez acheter ici avec 10 000 francs, vous pouvez acheter beaucoup plus en l'année 2000, en 1960, etc., etc. Les choses que l'on peut acheter avec 10 000 francs actuellement, on ne pourra certainement pas les acheter d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Donc, laisser son argent à la banque vous fait perdre de la valeur. Donc, votre argent devrait rapporter d'autres revenus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que les jeunes s'y intéressent, l'éducation financière en particulier. Maintenant, si vous avez une passion pour le monde financier ou bien les finances, vous pouvez vous mettre dans les marchés boursiers ou bien apprendre les crypto-monnaies. Bon, moi je pense que c'est une passion pour tout Sénégalais parce que, je veux dire, tout le monde aime l'argent. Pape Demba, on va pas se mentir. Ouais, tout le monde aime l'argent, mais aussi, ce n'est pas aussi facile que ça. Comme il y a eu des gens qui sont devenus milliardaires, millionnaires par rapport à ça, il y a des gens qui ont perdu tout leur avoir par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'investissement zéro risque. Il n'y a pas d'investissement zéro risque. De celui qui vend des bananes à la rue à celui qui gère un business de milliards et des milliards de francs, il n'y a pas d'investissement sans risque. À chaque fois que l'on doit mettre notre argent quelque part, il faut faire une étude et savoir au moins les conditions dans lesquelles nous allons avancer parce que ce n'est pas intéressant d'aller comme ça. Donc, ça nécessite des études. Il faut faire des études, pas forcément des études universitaires, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, avec l'Internet, toutes les informations sont accessibles. Vous allez juste aller sur Google ou bien certains sites. Toutes les informations sont accessibles là-bas. Vous allez là-bas, vous prenez 6 mois, parce qu'on a l'habitude de dire que pour changer une habitude quelconque, il faut en moyenne 6 mois pour faire ça. Disons que je veux perdre du poids ou bien que je veux devenir un bodybuilder. Il me faut 6 mois au moins pour avoir cette routine-là. C'est-à-dire que pour que mon cerveau puisse s'habituer à cette routine-là. Si on veut apprendre quelque chose, il faut au moins 6 mois pour faire ça. Donc, il faudra vraiment beaucoup apprendre. Ça demande des années et des années de commitment. Il faut aussi une psychologie qui est assez forte parce que perdre de l'argent, c'est pas facile du tout. Si je vous donne une anecdote, il y a un jeune l'été passé qui s'est suicidé parce qu'il avait un compte négatif de $700 000 et quelques.
Donc il avait investi, il avait vu ça, il s'est dit que ses parents ne pourraient jamais rembourser ça, il ne pourra jamais rembourser ça. Il s'est suicidé malheureusement. Donc ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. Aussi faire attention aux arnaques, parce qu'ici au Sénégal, il y a des gens qui viennent vous proposer de vous vendre des crypto-monnaies ou bien de vous dire d'investir sur ceci, vous allez avoir 10% par semaine, etc., etc. Je ne vais pas citer de nom, mais ce sont des choses qui sont dangereuses. Ce sont des arnaques qu'on appelle des Ponzi schemes, des schémas de Ponzi. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir une autre fois, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas d'investissement à zéro risque. Il n'y a aucun trader ou bien aucun investisseur au monde qui va vous dire que il peut vous assurer d'avoir un revenu de 10%, 20%, 100% chaque semaine. Donc, c'est de l'argent, ça vient, ça part. C'est comme ça que ça se passe. Alors, chers téléspectateurs, surtout pour les porteurs de projets, il faudra être fort mentalement, il faudra être patient, mais aussi il faut avoir une bonne gestion. Le monde du trading et aussi de l'entrepreneuriat n'étant pas, je vais dire, si différent, parce que c'est quand même de l'investissement, vous êtes dans les deux milieux. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être une question un peu déplacée. Pape Demba, dans lequel, je vais dire, investissez-vous plus? Vous investissez-vous plus? Les deux. Mais c'est en fonction de mon temps. Parce que c'est pas facile d'être sur des réunions ici et vouloir gérer des activités au Sénégal, au Brésil, aux États-Unis, mais aussi vouloir suivre le marché boursier. Donc, j'essaie de m'organiser le plus parce que si on n'est pas organisé en soi, il n'y a pas moyen qu'on puisse organiser un business. Il faut d'abord s'organiser, mais les deux vont de pair. Parce que l'entrepreneuriat, c'est juste aller chercher la réussite ou bien créer un business en fonction de soi. Et moi, je suis quelqu'un, pour le milieu de l'entrepreneuriat social, je suis quelqu'un qui a cette fibre-là. Ça a commencé depuis le lycée où j'ai été investi dans les clubs d'anglais. Donc, j'ai toujours eu cette fibre-là de vouloir aider les autres. À chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je veux coûte que coûte partager ça avec mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Donc, c'est pourquoi je vais dans le monde, même dans le monde des crypto-monnaies, etc., à chaque fois, je véhicule des informations, des connaissances pour que les gens puissent profiter de cela. Donc, je peux dire que les deux vont de pair. Et c'est quelque chose que j'aime, donc je ne vois pas de contraintes. Je n'ai pas de problème à travailler ou bien être sur un projet jusqu'à 3 heures du matin ou bien 4 heures du matin ou bien me lever à cette heure-là pour faire cela. Quand on faisait le fellowship, on était à l'heure du Sénégal. En ce moment-là, la différence d'heure était de 5 heures de temps. Donc, les panels devaient commencer à 9 heures au Sénégal et ça me trouvait à 3 heures, 4 heures du matin aux États-Unis. Mais je ne dormais pas, je me levais avec le sourire et je faisais ça. Donc, il faut d'abord avoir la passion. Si on a la passion, quand on aime quelque chose, ça ne devient pas tellement du travail, mais c'est quelque chose qu'on aime et c'est quelque chose qu'on donne son temps. D'accord. Alors, une fibre entrepreneuriale, un leadership que vous avez toujours eu en vous, bien sûr, qui s'est stimulé. Et c'est pour ça que je vais dire encore la phrase que notre cher directeur Ibrahim Omeng disait tantôt. Il faut faire de sa passion son propre business. Donc, aujourd'hui, vous avancez avec passion et bien sûr, on en voit les résultats. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal depuis quelques jours et vous comptez retourner bientôt. Donc, avant de repartir, quelles sont les actions ou bien les réalisations que vous avez eu à faire de votre voyage? Bon, actuellement, comme je l'avais dit au début, unfortunately, le Covid, le virus, par mesure de précaution, nous voulons éviter les rassemblements. Mais moi, personnellement, je continue mes séances de capacity building, c'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les collèges ou bien les lycées, nous faisons des formations en ligne et nous leur donnons des ressources ou bien des tips sur la manière de choisir leur carrière parce que c'est quelque chose d'extrêmement important à laquelle nous faillissons toujours parce qu'au Sénégal les jeunes attendent d'avoir le bac pour choisir ou bien pour penser à ce qu'ils vont faire. Donc c'est quelque chose qui était récurrent. Quand j'étais au lycée, au club d'anglais, les jeunes venaient me dire, moi j'ai eu mon bac, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je me disais que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il faut savoir ce que l'on veut et construire ou bien planifier son chemin par rapport à ça. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous voyez des jeunes qui ont le bac, qui ont leur licence, qui vont jusqu'au master, mais qui peinent à
à évoluer dans le monde ou bien qui peinent à trouver du travail parce qu'ils sont entrés là-dedans, parce que mon ami est là-dedans, ou bien ils sont entrés là-dedans parce que c'est la nouvelle vague, tout le monde est en train de faire ça, etc. etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et c'est, je dirais, le plus gros projet entrepreneurial social sur lequel je suis parce qu'on est en train de travailler sur une plateforme qui va donner toutes les ressources nécessaires aux jeunes pour pouvoir non seulement choisir leur carrière, mais aussi avoir les informations parce que avant de commencer une carrière sur le droit ou bien l'entrepreneuriat, c'est très important pour moi de savoir quelle doit être la durée de la formation par rapport au diplôme que je veux, quelles sont les spécialisations qu'il faut avoir, quels sont les genres de travail qui peuvent en ressortir, quelles sont les fourchettes salariales. Et ce sont des informations qu'il faut avoir. C'est-à-dire que c'est un tabou pour nous, le salaire, combien tu gagnes, etc. Ça. Mais c'est quelque chose qui peut motiver quelqu'un. Mais aller juste faire une formation parce que tout le monde le fait, ou bien parce que c'est la nouvelle vague, ou bien parce que je ne sais pas quoi faire. Après, comme je l'avais dit tout à l'heure, si on n'a pas la passion, s'il n'y a pas l'envie, on ne va nécessairement pas avancer dans notre carrière. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on est en train de mettre sur pied avec quelques partenaires et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour les jeunes. D'accord. En tout cas, sur cette mouvance, je pense que cette plateforme sera d'une grande aide pour les gens qui veulent entreprendre. Alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat et la motivation, deux sujets assez vastes, mais aussi qui vont de pair. Donc on ne peut pas malheureusement tout dire parce que le temps nous est compté. Donc avant de se quitter, Pape Demba, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à faire passer aux gens? Et ne vous gênez pas, vous pouvez parler anglais si vous êtes mieux à l'aise avec. J'ai essayé de m'exprimer le plus en français. Je tenais d'abord à te remercier toi pour cette invitation. Aussi à remercier ceux qui sont restés ici et qui nous ont entendus. Bon, voilà, ce que je vais dire aux jeunes, c'est d'apprendre, toujours apprendre. Les plus grands noms que vous entendez, ils ne cessent d'apprendre tous les jours et avoir cette humilité intellectuelle-là. Ne pas avoir peur d'aller vers les gens qui ont réussi et leur demander à être leur mentor. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. La formation est quelque chose qui n'est pas répandu ici. Donc si on a quelqu'un qu'on connaît qui a réussi, il faut avoir cette humilité-là. Ça nous enlève rien en fait. Il faut aller voir quelqu'un, leur dire que moi, je veux réussir là où vous avez réussi ou bien je veux faire plus que ce que vous avez fait, mais j'ai besoin que quelqu'un me montre les bases et les chemins qu'il faut faire. Donc il faut toujours apprendre, ne jamais se décourager et savoir aussi que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. L'échec, il faut le voir comme des escaliers ou bien c'est comme les barres que vous aurez sur les échelles. À chaque fois qu'il y a un échec, c'est pas quelque chose qui devrait vous freiner, mais c'est une leçon nouvelle que vous allez apprendre parce que vous n'allez pas refaire la même erreur prochainement et c'est comme ça que that's how you build up and you go to the top. Alors, chers téléspectateurs, n'ayez pas de limite, apprenez, soyez persévérants, soyez patients, mais aussi ayez cette humilité intellectuelle. Donc, c'est ce qui mettra fin aujourd'hui à notre émission. Merci à vous, Pape Demba, d'avoir répondu à cette invitation. L'honneur est pour moi. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir fidèlement suivis à travers N-Tube Media TV. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro de votre émission L'Auditoire avec bien sûr un autre entrepreneur. D'ici là, portez-vous très bien.